On est bon là? On est en ligne? C'est parfait. Bonjour, bienvenue à tous. J'espère que vous allez bien. Horaire un peu inhabituel aujourd'hui et lieu un petit peu inhabituel, parce que comme vous voyez, je ne suis pas chez moi. Une fois n'est pas coutume, la dernière fois que je n'étais pas chez moi, c'était pas très loin, c'était les studios de FDJ pour la remise des trophées Coupe de France. Et invité de marque aujourd'hui, je vous l'avais promis, interview donc avec Christian Prudhomme pendant 1 heure. Ça va être un peu short, on va essayer de bombarder un petit peu. Je suis très content de pouvoir faire ce live, on en parlera un petit peu après. Live un peu exceptionnel, repoussé de 6 mois pour cause de Covid. Mais voilà, je suis très content d'être avec toi aujourd'hui, Christian. Très très content. On va donc avoir une petite heure pour parler un petit peu de comment ça se construit un Tour de France, comment on met tout ça en place, comment on passe d'une feuille blanche à la carte qu'il y a derrière toi, comment on décide de partir en Italie, comment on décide d'arriver à Nice parce que c'est les JO. Voilà, on va parler d'un peu tout ça. D'abord, on va un petit peu introduire tout ça. Je vais te laisser te présenter rapidement tout seul. Alors, je sais que dans le chat, ça en fera rire certains parce que c'est un peu la formule de mon ami Zach Nani, c'est un parcours scolaire et compagnie, mais on va faire plus court. Voilà, donc déjà, je précise qu'on se connaît un petit peu, parce qu'on a bossé ensemble il y a déjà pas mal de temps. Mais on se croise régulièrement au salon de l'agriculture généralement. Oui, voilà. que je fréquente assidûment chaque année. Ouais, il faut bien. Ouais. D'abord parce que j'aime les animaux, je suis parisien d'origine alsacienne, mais enfin, le salon, j'y suis allé depuis que je suis tout gamin. Et ensuite parce que c'est l'endroit où on rencontre absolument tous les élus de France et de Navarre. En 48 heures, on voit tous ceux avec qui on n'a pas réussi à avoir un rendez-vous, etc., ou tous ceux qui veulent nous voir. C'est l'occasion de les rencontrer dans un contexte relativement sympathique. Oui, plutôt. Ouais. Ce qui se passe au salon d'agriculture reste au salon. Exactement. On va commencer juste par présenter un peu comment toi tu es arrivé sur le Tour de France. C'est un ancien journaliste, tu as fait 20-25 ans de carrière de journaliste avant de basculer. 18 ans. 18 ans. Comment on devient directeur du Tour de France? Comment ça se déroule? Comment ça se produit? C'est le Tour de France qui m'a donné envie d'être journaliste. Quand j'étais gamin, j'écoutais le Tour à la radio avec mon père, avec mon frère. À l'époque, il faut quand même bien voir qu'à l'époque, donc il y a très longtemps, il y avait les 100 derniers kilomètres en direct sur France Inter, ondes moyennes, avec des gens comme Jean-Paul Brouchon, avec Pierre Salviac déjà, etc., avec Émile Toulouse. Et ensuite, il y avait grosso modo les 15 derniers kilomètres en direct à la télé, avec l'Eurovision. Enfin, les plus jeunes ne voient pas forcément ce que c'est, mais bon, enfin, une musique qui arrivait pour tout ce qui était en direct de sport. Et ensuite, il y avait le Tour. Je me souviens une année de m'être dit, c'est génial, il y a l'antenne à Bourdoisan, on va voir toute la montée de l'Alpe d'Huez. Ça a un peu changé, puisque maintenant, ça paraît évident pour tout le monde qu'il y a tout, du début à la fin, hormis les pages de pub. Donc c'est le Tour qui m'a donné envie d'être journaliste. Je suis devenu journaliste. J'ai exercé ce métier donc pendant 18 ans. J'ai eu la chance de commenter le Tour, à la radio puis à la télé. Et ça, c'était le rêve de ma vie, commenter le Tour de France. Je n'ai jamais rêvé par ailleurs d'être directeur du Tour. Et puis quand j'étais journaliste à France Télévisions, à l'époque, Jean-Marie Leblanc, qui était le patron du Tour, m'a dit je vais rester quelques années, je vais partir, j'aimerais que ce soit toi. Patrice Clerc, le patron de Roland Garros, qui était à cette époque-là le président de l'ASO, et donc Jean-Marie Leblanc. Et j'ai fait glurps et j'ai dit oui, quoi. Mais par amour du Tour, en sachant pas, parce que moi, si on avait voulu de moi, je serais bien resté encore 20 ans ou 30 ans commentateur, parce que c'était quelque chose de formidable. Donc voilà, ça s'est fait comme ça, de manière, j'allais dire, très naturelle, sachant que le directeur du Tour, à ce jour, a quasiment toujours été journaliste. On dit toujours journaliste, c'est pas tout à fait vrai, mais Henri Desgranges, Jacques Godet, Félix Lévitan, Jean-Marie Leblanc, bien sûr, donc l'essentiel des 120 ans et quelques du Tour, c'était avec des journalistes. Et du coup, ça consiste en quoi de devenir directeur du Tour? Comment ta vie a changé? Jean-Marie Leblanc m'avait dit justement, quand il me dit viens. Et puis il me dit mais je peux rester un peu, mais je lui dis si tu restes pas, moi je viens pas. Je ne sais pas ce que c'est qu'être directeur du Tour, c'est pas un métier. Et je dis souvent c'est une mission, mais je ne veux pas dire que je me sens investi d'une mission divine. Ce que je veux simplement dire, c'est que partout où on va, on est directeur du Tour. Si je vais dans un restaurant quelque part en province avec ma femme, les gens qui peuvent me reconnaître vont dire il y a une étape du Tour. Non, c'est peut-être simplement parce que je suis très gros mangeur, assez gourmand, mais très très gourmand, et que voilà, il y a une excellente viande ou un dessert qui me fait envie, ou que le cadre est magnifique. Donc on est directeur du Tour 365 jours par an en permanence. Mais le journalisme est le métier de ma vie et reste le métier de ma vie. Le Tour est devenu ma vie sans aucun doute, puisque tout tourne autour. Sais-tu où nous sommes allés en vacances entre Noël et le Nouvel An? Non, vas-y, je t'écoute. Une triplette qui n'est pas de Belleville, non, pas du tout. On a fait Florence, Bologne et Turin. Bon, voilà. Ça va, il y a pire. Alors certains disent que ma femme est une sainte, ma fille adore le vélo, donc ça tombe très très bien. Et voilà. Et en plus, l'hôtel où nous étions à Turin, mais coup de bol complet, il est à 300 mètres de la ligne d'arrivée. Donc elles savent exactement où il faut aller. Ma fille a déjà parfaitement vu où était la ligne d'arrivée, la 3e étape. Et donc voilà, c'est la vie de directeur du Tour. En fait, c'est énormément de déplacements. C'est beaucoup de rencontres. Lorsque Jean-Marie Leblanc, il y a longtemps déjà, il y a bientôt 20 ans, en 2005, m'avait demandé de m'occuper du parcours de Paris-Nice,
En fait, quelque chose m'a frappé, c'est que tous les gens à qui j'avais écrit, tous les élus à qui j'avais écrit pour demander une étape, parfois quémander une étape, parce que Paris-Nice et le Dauphiné, c'est pas comme sur le Tour de France où il y a 300 candidatures, ils m'ont tous dit non, même si j'ai appelé une fois, deux fois, trois fois, même si j'ai envoyé 36 mails, etc. En revanche, tous ceux que j'ai vus m'ont dit oui. Et ça, pour moi, c'était d'une certaine manière une sorte de révélation. Et même le maire de Manosque, à l'époque, qui avait été étape, me dit à la fin de l'entretien, mais vous avez des rendez-vous dans notre quartier? Je dis non, vous êtes venu pour nous, pour moi? Je lui dis oui. Donc là, je savais à partir du moment où il me posait cette question qu'on allait faire étape à Manosque, qu'il allait évidemment me dire oui. Donc le contact avec les gens, les rencontrer, etc., est quelque chose de déterminant. Donc on est très très souvent dehors, bien sûr, on est sur les routes en permanence. Je rentre du Tour de Bretagne, où j'étais avec Pierre-Yves Thou, mon adjoint. Voilà. Je suis aussi président des organisateurs. Ouais. L'AIOC, AIOCC, donc Association internationale des organisateurs de courses cyclistes. Donc, ouais, on est sur les routes, on rencontre des gens, on voit du monde, on mange, on dîne, on déjeune. Ça, je me souviens, oui. On goûte, on souffle. Je me souviens. Aussi un bon foie. Oui, je me souviens. Moi, je me souviens de la première fois qu'on est allé au salon d'agriculture. La première fois que j'allais au salon d'agriculture, je me souviens. Fabrice, ici présent, m'avait dit il faut que tu ailles avec Christian au salon d'agriculture à 10h. On était allé dans le stand de l'Ain, je crois que c'était l'Ain qui accueillait le départ du Dauphiné. Et on m'avait proposé un verre de vin. Et moi, j'avais dit non, un peu tôt. Et tu m'avais dit non, Charlie, on peut pas. Et bon, bref, il y avait une réunion à 15h. C'était pas terrible, la réunion à 15h. Non, mais parce que les gens sont tellement contents de nous accueillir qu'en fait, ils veulent nous offrir ce qu'ils ont de mieux, quoi. Et je suis très frappé, notamment dans les petites communes, où les gens ont peur parfois. Et ils me disent, mais vous n'avez pas peur? Je dis, moi, j'ai jamais peur, les petites communes, parce que les gens donnent tout. Ils vont tout faire pour que ça se passe bien, et ça se passe toujours bien. Ils sont prêts à tout donner. Il y a une vraie fierté à accueillir le Tour, et un sentiment de reconnaissance qu'ils n'ont plus beaucoup. Donc moi, on me dit de plus en plus souvent merci dans les communes, c'est clair. Du coup, justement, comment ça se passe concrètement quand on doit dessiner le Tour de France? À partir de quand, par exemple, vous savez qu'on part à tel endroit et on arrive à tel... généralement, c'est Paris, mais... Alors, on travaille sur 3 éditions d'affilée. C'est-à-dire qu'en ce moment, les équipes travaillent sur 2024, évidemment, dans 2 mois, 2025, 2026, et on parle pour 2027, et même après, en termes de grand départ. Hein. Oui, grand départ, à partir de 27, on n'évoque pas autre chose que les grands départs, naturellement. Alors après, sur un parcours... En fait, c'est justement, en effet, le lieu du grand départ qui fait que, quand on a le grand départ, on ne sait pas nécessairement où on ira, mais on sait où on n'ira pas. Quand on part de Florence, comme cette année, on sait qu'on n'ira pas en Normandie. Tu sais à quel point j'aime, au-delà de la compétition sportive, qui est évidemment capitale, c'est le plus important, comme j'aime faire des liens avec des événements plus grands que nous. Les 80 ans du débarquement, par exemple. On part de Florence, on sait qu'on ne va pas aller jusqu'en Normandie. En revanche, on s'arrête à Colombey-les-Églises, chez le général de Gaulle, et c'est aussi un sacré symbole de la libération. Donc, partout où on peut voir ça, partout où il y a une double, voire une triple lecture, au-delà du sport. Je reprends l'exemple d'une étape Arras-Amiens d'il y a bientôt 10 ans, je crois que c'était 2015. Pour les amoureux du vélo, c'est est-ce que le Picard Arnaud Démare va gagner chez lui au sprint? Et pour les Australiens et les Néo-Zélandais, c'était leur étape parce qu'on passait devant une dizaine de cimetières australiens et néo-zélandais. Et donc tu avais des jeunes de 20 balais qui étaient là, qui avaient fait 20 000 km et qui savaient ce que 100 ans plus tôt, des jeunes de leur âge avaient fait et avaient donné leur vie. En plus, 14-18, c'est pas 39-45, il n'y a pas le mal d'un côté et le bien de l'autre. Donc faire 20 000 km pour cette fameuse DRDR qui malheureusement ne l'était pas. Donc tu as différentes lectures. Sur SBS, la chaîne australienne qui retransmet le Tour, il y avait des programmes spéciaux dont ils étaient aussi fiers parce que ça racontait leur histoire. Moi, je me souviens très bien justement de Paris-Roubaix en 2018, où j'avais la chance d'y être avec toi. On était allé dans le wagon de l'Armistice. Il y a un petit souci de son. Problème micro juste en D'accord. Le boîtier. Pardon. C'est sur toi, Charlie. On va faire tout ça. On a juste un petit problème de son. On va reprendre ça dans 10-15 secondes. Si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas. Hein. Je vois que vous êtes dans le chat. On dit non, la Normandie. Il y a des Normands qui pleurent parce qu'on ne va pas en Normandie. Et je les comprends. Alors, ce qu'il faut dire quand même sur la Normandie, c'est que dans la version de grand départ du Tour de France en 2022 de Bretagne, il y avait la Normandie. Et en fait, tu sais qu'à cause de la pandémie, donc les Jeux 2020 viennent en 2021, le championnat d'Europe de foot 2020 vient en 2021, et il a des matchs à Copenhague. Et à ce moment-là, on est incapable. Nous sommes incapables d'organiser en même temps le championnat d'Europe et le départ du Tour de France pour des questions de sécurité, pour des questions d'hôtel. Et donc, dans la première version qui partait de Bretagne, il y avait une étape en Normandie. Mais comme la région de Normandie et Loïc Chégène-Girard, son président, a accepté qu'on parte un an plus tôt et qu'il y a 4 départements bretons, c'était hyper compliqué de faire 3 étapes dans 3 départements et de laisser l'autre. Et donc, on s'est très vite accordé sur le fait d'avoir
une étape à 100% dans chacun des 4 départements bretons. Mais donc, en effet, c'est la Normandie qui a trinqué et je le conçois bien volontiers. Oui, ça fait très longtemps, trop longtemps qu'on n'y est pas allé. Et pourtant, il y a un fort lobby ici des Normands avec Thierry Gouvenou et François Le Marchand, entre autres, parce qu'on a touché quelques jeunes qui sont aussi originaires de Normandie. Il y a une bonne question là qui dit est-ce qu'il y a une volonté d'équilibrer d'année en année en fonction des endroits où on va ou on ne va pas? Est-ce qu'il y a des moments où vous dites que cette région-là elle est un peu sinistrée par rapport à... Mais absolument, c'est-à-dire que en fait, quand on trace un parcours du Tour, évidemment que le premier élément c'est l'aspect sportif. Mais le Tour a beau être la plus grande course cycliste du monde, ça ne peut pas être que ça, parce que le Tour de France, c'est bien plus que la plus grande course cycliste du monde. Donc oui, en effet, on fait en sorte d'aller dans d'autres régions, enfin dans des régions où on n'est pas allé depuis 5 ou 6 ans. Si tu veux, en fait, on est très tributaire des règlements de l'UCI, mais très tributaire aussi de la géographie de la France. Si tu traces une droite du Pays Basque à l'Alsace, à l'ouest de cette droite, il n'y a pas de montagne. Mais il y a la Bretagne. Mais il y a la Normandie, mais il y a le Nord, mais il y a la Vendée qui adore le Tour. Et en fait, donc là, mais c'est ce qu'on fait depuis 15 ans. En fait, on travaille beaucoup plus avec Thierry Gouvenou à aller chercher des équivalents murs de Bretagne qu'un nouveau col dans les Pyrénées ou dans les Alpes, parce que là, tu as pléthore, tu as le choix. Oui. Alors que de l'autre côté, tu n'as pas le choix. Avec ou sans murs de Bretagne, c'est pas pareil. Tu vas chercher je sais pas, les ascensions, tu sais, à Boulogne, on avait fait une arrivée à Boulogne, le mont des Alouettes, etc. En Vendée, si tu n'arrives pas au mont des Alouettes, tu vas rien trouver, tu vas strictement rien trouver d'autre. Donc si tu l'as pas, voilà. Donc on est obsédé par l'idée d'aller chercher ça et de faire en sorte aussi plus généralement d'aller trouver des terrains sélectifs en dehors des Alpes et des Pyrénées. J'avais été très frappé quand j'étais môme, à l'époque, il y avait Cyclisme Magazine, qui était donc une publication du groupe Amaury à l'époque sans doute, et tu avais des pages saumon au milieu, un peu comme dans le Figaro, là, les pages économiques, sauf que là, c'était sur des statistiques du cyclisme. Et je me souviens d'avoir lu, mais j'avais 10 ans, la montagne, pas seulement les grands cols. Et en effet, tu peux aller chercher des étapes hyper sélectives. L'étape d'Évaux-les-Bains dans la Creuse, Oluran dans le Cantal, sur le prochain tour, elle va être hyper sélective. Tes 4350 mètres de dénivelé qui sont considérés pour l'essentiel. C'est des étapes en plus. C'est fabuleux, c'est magnifique, c'est beau, tu peux rien contrôler. Tu as 20 secondes d'avance, on ne te voit pas pendant 4 heures. Parce que ça tourne à droite, ça tourne à gauche, ça monte, ça descend. Et le final est très rude. Avec en plus, autour du Puy-Marie, pas de Pérol, Puy-Marie, je le sais bien, c'est le col du pas de Pérol. Le Puy-Marie, c'est juste au-dessus. On est souvent repris à juste titre par des perfectionnistes. Ouais, on généralise en Puy-Marie, mais c'est un décor de haute montagne. On a l'impression d'être, c'est 1500 mètres, enfin 1800 mètres le Puy-Marie. On a l'impression qu'on est 1000 mètres plus haut. Ce genre de paysage, dans les Alpes et les Pyrénées, il faut monter 1000 mètres plus haut, puis tu as des pentes très très raides. Et aujourd'hui, ce sont les pentes très raides qui font la différence. J'entends encore Jean-François Pécheux, notre glorieux ancien, qui était patron des compétitions avant Thierry Gouvenou, dire non, mais ce qu'il faut, c'est mettre la plaque. Mais la plaque, ils l'ont à peu près partout maintenant. Et en fait, là où il y a des éclairs, où les champions sortent, c'est quand il y a des pentes très raides. Et ces pentes très raides, tu les as dans le Massif central. Tu peux les trouver dans le Jura, tu peux les trouver un peu partout, même dans le Morvan, dans le Beaujolais, partout. Ce qu'on a fait sur Paris-Nice magnifiquement, grâce à François Le Marchand et Yannick Talabardon, d'aller chercher ses arrivées dans le Beaujolais, au Montbrouilly, etc., ou à Chirouble, aller chercher la Loge des Gardes dans l'Allier. Tout ça, c'est fort. Tu trouves des pentes raides. Tu ne vas pas avoir 15 km d'ascension, mais tu trouves des pentes raides à peu près partout en France. Non, mais c'est intéressant parce que justement, est-ce qu'il n'y a pas une volonté justement d'aller chercher cette originalité? Oui. Par exemple, l'étape de Troyes, qui est un peu différente, qui est un peu une étape. Si tu veux, l'étape de Troyes à l'origine, donc, j'avais dit à Thierry, on va se faire Semur-en-Auxois 3, puis Troyes, Colombey les deux églises. Et Thierry me dit, mais en fait, si on veut avoir des chemins blancs au plus près de l'arrivée finale, il faut faire une boucle à 3. Est-ce que ça te dérange? Je lui dis, ça ne me dérange pas du tout. J'ai même envie de dire, bien au contraire, puisqu'en fait, du coup, ça nous permet d'avoir une étape historique avec le général de Gaulle le samedi et d'avoir l'étape totalement sportive le lendemain. En plus, avec, pour les gens qui veulent suivre, un truc formidable. Tu peux voir arrivée et départ, tu peux voir le départ, aller te pointer sur un chemin blanc et revenir à l'arrivée. Donc, pour les gens qui suivent, c'est formidable. Puis à la télé, ça va être magnifique. Et puis, ça introduit aussi de l'incertitude. Alors, les patrons des grandes équipes n'aiment pas ça. Ils aimeraient que le tableau noir, etc., se réalise. C'est-à-dire, c'est exactement le contraire. Déjà, ils n'ont pas de pavé cette année. Oui, c'est exact. Oui. Et ce qui est assez drôle, c'est que je relisais des choses là-dessus. Et certains disaient, les pavés, on sait comment c'est. Ah bon? Mais pourtant, quand on en met, c'est pas ce que vous dites. Sur les chemins blancs, c'est libre. On est totalement libre d'en mettre des pavés quand on le voudra plus tard. Non, mais il faut, mais bien sûr. Et puis en vérité, le Tour de France a longtemps été comme ça. Hein. Quand on voit encore des images de Jacques Anquetil, fin des années 50, début des années 60, certains cols, c'était carrément les chemins blancs d'aujourd'hui. Oui, on a eu le plateau de Guillère aussi, qui n'était pas... Bien sûr, deux fois le plateau de Guillère. Du folklore aussi. Hein. Je vois qu'il y a le lobby, mais là, en revanche, il y aura une sélection sportive. Les Glières, c'était pour l'histoire, c'était pour l'esthétique, alors que là c'est fait pour une sélection.
De chien. Et tu connais l'histoire, en fait, tu peux la connaître d'ailleurs, c'est Yannick Salabarno, en fait. Donc, parce que les chemins blancs, on veut les mettre depuis longtemps, puisqu'on avait fait une étape sur Vendôme pour Paris-Nice en 2016 déjà. Bon, après, il y a eu le Tour de France Femmes qui nous a permis de voir un certain nombre de chemins. Et Yannick, il a de la famille du côté de sa femme dans le sud de l'Alsace. Donc, il prend l'autoroute A5, celle de Troyes. Puis, il regardait à gauche en descendant, les chemins blancs, les chemins blancs, les chemins blancs. Il a pris son vélo, il est allé voir. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Mais en je ne sais combien de recos, ils ont vu une cinquantaine de chemins au total pour aboutir à cette proposition-là de 14 chemins, avec des montées parfois sèches et très peu de descentes en chemin blanc. C'est-à-dire qu'en fait, la chance qu'on a là-dessus, c'est pour ça qu'on y va, c'est que c'est bétonné. En fait, c'est bétonné à chaque fois que ça descend. Ouais, donc ça va. Mais justement, c'est intéressant ce que tu dis, parce que c'était la question suivante, c'est comment ça se trouve, ces chemins-là, comment ça se fait? Est-ce que c'est par hasard parfois? Est-ce qu'il y a des gens qui vous envoient parfois Bien sûr, mais si tu veux, c'est une volonté. Et après, bien sûr, il y a aussi le hasard. Enfin voilà, ce que je viens de raconter avec Yannick, les lacets de Montvernier, salon de l'agriculture, indispensable, incontournable. Et le maire de l'époque, de la Toussuire, me dit, je lui dis, mais à table, évidemment, hein, c'est là où les grandes décisions arrivent. Je lui dis, mais tu as bien quelque chose, puisque on n'a pas la prétention de mieux connaître la France que les gens qui sont chez eux. Enfin, ce serait bien d'ailleurs que ça puisse être utilisé tout le temps, ça. C'est-à-dire que faire confiance aux gens qui sont chez eux et de les écouter. Donc, il me dit, les lacets de Montvernier. Et là, je fais ce qui n'est pas poli à table, je prends mon portable, je regarde le truc. Je ne les connaissais pas du tout, les lacets de Montvernier. Je vois ce truc-là, je crois que c'est 18 lacets sur 3 km. Je lui dis, la prochaine fois. Quand est-ce que je veux? La prochaine fois, le prochain tour, un truc pareil. Et en plus, j'étais passé 36 fois devant, comme beaucoup de gens, en allant au ski, par l'autoroute. Je vois qu'eux maintenant. Je les avais jamais vus avant, mais maintenant, je ne vois plus qu'eux. Et donc, voilà. Bien sûr que nos champions, nos anciens champions, nos anciens coureurs ont fait beaucoup, beaucoup de routes. Ils ont même des copains. Et puis, les élus nous disent souvent, voilà, il y a ça, ça, ça et ça. Parfois, sans se rendre compte qu'on peut être gros et qu'on n'est pas capable de s'installer. Je me souviens d'une proposition qu'on m'avait faite. Qui était magnifique au pied d'une superbe montagne, mais où il n'y a vraiment pas de place du tout, quoi. Oui, c'est la fameuse, nous on a un running gag sur la zone technique. Ah oui. Et voilà, il faut la zone technique, il faut la mettre quelque part. Non mais tu vois, on me demande, moi, de temps à autre, on me dit, mais vous êtes fier de quoi? Je suis fier de rien, moi, je ne suis pas là pour être fier, c'est les champions qui comptent, c'est la course. En revanche, une fois que j'ai dit ça, je me dis si. Et tu sais quelle est ma réponse? Des plaques sur lesquelles peuvent s'installer les camions. C'est-à-dire que je veux que les champions aillent là où le sport nous guide et rendent la montagne aux champions. Mais ça veut dire que ta zone technique, elle est plus unique, elle n'est plus forcément là où est l'arrivée. Quand on va au Granon, les 90% de la zone technique, c'est à Briançon, c'est en bas. Il y a le strict minimum pour faire venir les champions et qu'évidemment, il y a une retransmission télé directe, ça me paraît la base. Quand on va au-dessus de Foix, au Prat d'Albis, là où on a sans doute tous cru que Thibaut Pinot allait gagner le Tour, hein, quand il s'en va, voilà, mais il va gagner le Tour de France. Il a gagné le Tour, Thibaut. Oui, enfin. À 72 heures près. Et donc là, on aurait pu installer beaucoup plus, mais c'était une zone pastorale, et de nous-mêmes, Stéphane Bourré en l'occurrence, a dit non, mais là, on n'installe pas plus, on va tout mettre en bas. C'est pour moi quelque chose d'essentiel. Avant, tu avais une zone technique à la forme indéterminée, mais unique. Maintenant, tu as 2 zones techniques, parfois 3. Ça donne lieu à des batailles en interne parfois. Ça coûte plus cher. Mais l'axe, c'est vraiment de dire on va là où le sport nous guide. Si on considère qu'il y a un endroit sportivement intéressant, qui en plus est beau et souvent ça va de pair, eh ben on y va et on s'adapte. En fait, ça, c'est de mon métier de journaliste. J'entends Charles Bietri. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est l'éditorial qui va décider. Pas parce qu'on est plus intelligent, plus beau, plus fort que les autres, simplement parce que c'est la passion qui nous mène. Et que donc, après, il faut les outils et des gens exceptionnels de la logistique qui font que ça peut se faire. L'arrivée au Galibier en 2011, donc seule fois de l'histoire, on est arrivé au col. Tu as 3 zones techniques. Il y avait à 2642, tu avais au tunnel 2556 et tu avais au Lotaret. Et si tu veux, ce qui m'a impressionné et formidablement plus, c'est que tu as cette fin d'étape avec Andy Schleck qui a échappé et qui va gagner, tu as Cadel Evans qui prend les choses en main et qui va, c'est grâce à ça qu'il gagne le Tour, et tu as Thomas Vauclair qui sauve son maillot jaune pour 15 secondes. Et tous les techniciens, tous les gens de la logistique, tous ceux qu'on ne voit jamais, ils étaient incroyablement fiers. Parce qu'en fait, on ne réalise pas, et moi je ne réalisais pas, que eux, d'une certaine manière, on les juge aussi en fonction de l'intérêt du Tour. Quand ils vont rentrer chez eux, ils vont dire j'ai fait le Tour, ah ouais, cette année c'était pas bien, mais l'arrivée au Galibier, formidable, Schleck, Evans, Vauclair. Et donc, j'ai ressenti chez eux une fierté exceptionnelle. Et voilà, quand on peut avoir ça, c'est formidable. Dans le chat, je vois qu'il y a pas mal de questions. Bon, on me demande si on peut attribuer le Tour 2019 à Thibaut Pinot. Je ne pense pas, malheureusement. Non, moi non plus, je ne pense pas, mais
ça relève de l'UCI. Mais On avait il n'a pas fini le tour, Thibaut, hélas. Oui, malheureusement, effectivement. Tu sais, parce que nous, cette journée-là, elle a été très, très particulière, très intense et très rude, parce que l'un de nos photographes est mort sur la ligne de départ. Il a fait une crise cardiaque. Et donc, bien évidemment, qu'on était là-dedans. Et donc, moi, Thibaut, je n'ai pas du tout suivi. C'est ma fille qui m'envoie un message et qui me dit, elle m'envoie un smiley en train de pleurer. Thibaut. Je dis, qu'est-ce qu'il y a, Thibaut? Et moi, peut-être que ça avait déjà été dit Radio Tour, mais j'étais vraiment dans... D'ailleurs, parce qu'on a su qu'il avait fait la crise cardiaque au départ, on a su qu'il était mort pendant le début de l'étape, si tu veux. Donc, j'avais très clairement la tête ailleurs, même si tu étais dans la voiture du Tour, même si tu es directeur du Tour. Et donc, j'ai découvert ça comme ça. Après, il y a eu l'épisode de la météo, alors que les prévisions météo nous annonçaient la tuile pour le lendemain, pas pour le jour même. C'était hyper concentré. Donc, voilà. Ça a été une journée très particulière. Mais j'ai envie de dire, ça devait être dur. J'ai dit oui, ce qui a été dur, c'est d'appeler la maman. C'est pas le reste, c'est pas de négocier avec le préfet, c'est pas voilà. Même Thibaut, c'était un événement sportif. Mais les larmes de Thibaut, qui est un super gars, il en conviendra bien volontiers, ses larmes par rapport aux larmes de la maman, ça n'avait rien à voir. Pour revenir sur... Et on est revenu 2 ans après avec ses cendres. Elle a voulu revenir à Tignes, sur la journée de repos, puisque j'avais promis, on n'était pas arrivé à Tignes qu'on viendrait. Et avec Cyril Tricard, l'un de mes proches qui est patron des collectivités chez nous, et la maman de notre photographe, Olivier, on est allé au-dessus du lac de Tignes et elle a dispersé les cendres. Et là, l'étape était vraiment finie pour moi, 2 ans après. Il y a un lien émotionnel aussi qui est fort, tout ça. Oui, bien sûr. Moi, les équipes du Tour, elles sont exceptionnelles. J'ai cette chance-là. On dit le sport cycliste, c'est un sport individuel qui se court par équipe. Bien sûr, ce qui compte d'abord, ce sont les champions. Mais pour nous, c'est aussi un défi pour les gens qui organisent le Tour. Il y a des équipes magnifiques. Oui, il y a un truc qui m'a toujours choqué, dans le bon sens du terme, surpris, c'est que tu te souviens de tout. Non, et de moins en moins, tu sais. Non, mais je me souviens vraiment d'un épisode au salon d'agriculture où tu avais été salué par une dame de je ne sais plus quel département qui m'a dit oui, je suis Martine, on s'était vu en 2012. Elle m'a pas dit je suis Martine, on s'était vu en 2012, elle m'a dit oui, Martine, bien sûr. Et du coup, tu sais que c'est assez marrant. Alors d'une part, je me rends compte que le temps passe parce que malgré tout, surtout quand je vois ma fille, je me rends compte que j'ai plus tant de mémoire que ça. Mais il y a une mémoire dans le coude. C'est-à-dire que c'est même pas une blague. Sans doute parce qu'il est très entraîné pour boire un coup. C'est-à-dire qu'il m'arrive de tendre la main, j'ai plus le prénom en tête et je serre la main et le prénom revient. C'est même pas une blague. J'ai une mémoire dans le coude qui est phénoménale. Là-dedans, il n'y a rien, mais dans le coude, il y a beaucoup. C'est intéressant. C'est pas une blague. Et après, c'est ce que je disais au tout début, c'est aussi saluer les gens, essayer de faire un peu attention à eux. En fait, si tu veux, j'ai souvent fait premier train, dernier train quand on va quelque part. Je le fais plus parce que je veux pouvoir, entre guillemets, perdre du temps si nécessaire le soir. C'est-à-dire quand on va quelque part, il ne faut pas simplement que je fasse ma tchatch, etc. Je salue les mains, voilà, on est là pour 1 heure, on fait ça. C'est-à-dire qu'à un moment, les gens, ils ont envie de te voir, de te parler. Si je reste sur place, je dormirai 1 heure de moins, c'est pas très très grave. Alors que si j'ai un train, ça veut dire en plus que tout le temps, ou un avion, je dois en permanence l'œil sur la montre que je n'ai plus, sur le portable. Mais il faut, il y a une telle proximité dans le Tour que tu dois faire au maximum attention aux gens. Mais naturellement, c'est pas en se disant faut que je fasse attention aux gens, c'est pas un truc de marketing, c'est que ça doit être comme ça. Affectif. Oui, bien sûr. Je comparais le reveal du Tour de France c'est Noël. Ouais. Moi, j'ai ce rapport-là avec Saumur-en-Auxois, parce que la première étape du Tour que j'ai vue, c'est à Saumur-en-Auxois. Mon grand-père vient de là-bas. Je trouve que c'est un peu Noël. C'est pas 2007, Noël, tu y étais, tu étais dans le public. J'étais à 2007. Je me souviens pas de ça. De France aussi. D'accord. On était au départ à Saumur-en-Auxois, c'était une étape. C'est Nicolas Vaugondi qui gagne le championnat de France, non? Oui, c'est Nicolas Vaugondi. C'est l'année d'avant ou l'année d'après, je sais plus. Mais du coup, moi, je vois Saumur-en-Auxois. Bon, je le savais, parce que voilà, on savait déjà plus ou moins. Mais c'est Noël, quoi. Donc, il y a quand même ce rapport affectif qui est hyper important pour les gens. Même les gens qui s'en foutent du cyclisme, oui, le Tour passe à la maison, c'est Noël. Bien sûr. Donc il y a ce rapport-là. Moi, je vois dans le chat là, que j'ai à ma droite, tous les gens qui disent ouais, Nantes, c'est pas venu au Tour depuis super longtemps à Nantes. Ils ont tous un rapport avec le Tour, même les gens qui s'en foutent du cyclisme. Mais tu sais, mais bien sûr, on va aller avec Fabrice Thiano, dont tu parlais tout à l'heure, notre attaché de presse exceptionnel. On va aller dans la Creuse. Ils s'en foutent. Je ne peux pas dire ça à tout le monde parce qu'il faut que les gens soient humbles, mais comme il l'est exceptionnellement, mais je lui dis même qu'à côté de lui, on se sent toujours tout petit. Ce qu'il ne veut pas croire, mais pourtant c'est vrai. On va aller dans la Creuse, mais bien sûr que c'est vrai. La tête, là. On va aller dans la Creuse, et donc Évaux-les-Bains. Et il y a 2 ans, une délégation de la Creuse avec la présidente du département, avec la préfète, avec les députés de tendances politiques différentes, avec même le maire de Montluçon, qui pourtant est dans l'Allier, sont venus et ils m'ont dit « mais ça fait 12 ans que vous n'êtes pas passé dans le département. J'ai en tête les départs et les arrivées, je n'ai pas en tête tous les départements où on a fait 20 km, 50 km. Et je me dis, mais c'est pas possible. C'est ta question de tout à l'heure. Je me dis, mais il faut évidemment qu'on repasse. Là, il se trouve que voilà, il y avait plusieurs candidatures dans celle-là, on peut y aller, on y va. Mais c'est hyper touchant. Et il m'avait offert, que j'ai toujours chez moi d'ailleurs, un exemplaire de La Montagne, le journal de La Montagne,
avec à la une, au lendemain d'une présentation du Tour, un énorme dessin, toujours pas nous. Ben, c'est un truc qui frappe. Et ça, je l'ai gardé chez moi. Tu me feras penser, Fabrice, parce qu'il ne faut pas que je l'oublie. Je veux leur montrer quand le 15 ou le 16 mai, je ne sais plus, dans 15 jours, on va aller faire le face Lecter. Ouais. Je me souviens qu'en 2018, il m'avait dit non, le Puy-de-Dôme c'est compliqué, il y a les rails et tout, c'est pas possible. Et je me souviens que j'avais été appelé par la montagne justement. Ils disaient oui, on essaye de faire un peu, pas une pétition, mais. Il y en avait eu plusieurs. Ouais, pour qu'on revienne au Puy-de-Dôme. Et tu vois, parce que sur le Puy-de-Dôme, ça a été effectivement un combat. Parce que pour moi, la seule chose qui compte vraiment pour moi, c'est que les enfants, les gamins, les jeunes rêvent du Tour comme j'ai rêvé du Tour. Donc à la fois, il faut défendre les mythes, d'où l'arrivée à l'Isoard ou au Galibier par exemple, et puis il faut aller en trouver d'autres. Mais le Puy-de-Dôme, ça a été un combat, j'ai envie de dire acharné pendant une dizaine d'années. Alors après, on arrive. C'est le seul jour où l'échappée prend un quart d'heure ou 20 minutes, je ne sais plus, voilà, tac. Ensuite, ouais, tu vois les rails en plus. Bon, il y a l'épisode Contador Vingegaard, puis il n'y a personne en haut, bien évidemment, puisqu'on avait donné notre parole, c'était la condition sine qua non. Et je comprends les gens qui disent « Ah ouais, mais… » Oui, mais ce qui compte pour moi, c'est qu'on a respecté notre parole. Ouais. On a donné notre parole. J'ai donné la parole du Tour de France, j'ai donné ma parole. Et Jean-Yves Goudbel, le président du département, l'ancien, qui n'avait jamais voulu qu'on y aille, au motif qu'il ne voulait pas que des milliers de pas foulent cette terre protégée, patrimoine mondial de l'UNESCO. D'abord parce qu'ils avaient peur de ne pas avoir le label, et ensuite parce qu'ils ont peur de le perdre. Et si tu veux, là, on a respecté nos paroles. Et il m'a envoyé un message très fair-play en me disant « Jamais j'aurais imaginé que vous puissiez faire ça. » Et ça a été fait parce que le président du département et le président de la région ont dit oui, ceux qui sont en place désormais. Mais on a respecté notre parole. Et c'est peut-être ce qui nous permettra d'aller dans d'autres endroits magnifiques où autrement on ne pourrait plus aller. Parce que nous, on est chez nous nulle part. On n'a pas notre stade, on n'est pas comme l'Olympique Lyonnais ou le Racing Club de Strasbourg. Parce que moi, je suis un Parisien supporter du Racing Club de Strasbourg, ce qui me fait beaucoup souffrir depuis près de 60 ans. Le titre de 79, il est loin, mais s'il y a quelques coupes de la Ligue, etc., mais c'est quand même pas pareil. Donc oui, il faut dans la vie en général, quand on peut respecter sa parole, quand on la respecte, c'est mieux. Justement, il y a une question intéressante sur ce côté de remettre des mythes au goût du jour comme le Puy-de-Dôme, mais d'en créer d'autres. Ouais. Et effectivement, aujourd'hui, pour des gamins, la planche des belles filles, c'est un truc normal, c'est presque leur Alpe d'USAE aux jeunes. Oui, tout à fait. Et c'est pareil, le col de la Loze, avant, c'était rien, et puis ça arrivait en 2018 d'ailleurs, je crois. Nous, 2020 sur le parcours du Tour. 2020, pardon. 2020. Pendant la pandémie. Et c'est d'ailleurs un lieu iconique. On a vu une légère différence en termes de public entre le col de la Loze 2020 et le col de la Loze 2023, qui nous a un peu surpris, un peu piégé aussi, il faut bien le dire. Mais je dis bien que la voiture rouge, dont certains osaient dire que c'était la mienne, et pas la mienne, hein. C'était un commissaire. Hein. Nous, avec Gilles Ménion en volant, on n'était pas là, et moi j'étais même un peu vert, parce qu'on n'était carrément pas derrière Gall, on était derrière, parce qu'il ne voulait surtout pas, on était derrière Yates, il ne voulait absolument pas gêner quoi que ce soit, donc l'arrivée de Gall, je l'ai vu comme ça, mais ce n'est pas nous qui avons bloqué, non, on avait pris nos précautions. En revanche, oui, ça c'est vraiment capital, c'est-à-dire l'histoire du Tour, les mythes du Tour et les nouveaux cols. Et ce que tu dis sur la planche des belles filles est très fort parce que donc on relance avec Marion Rousse le Tour de France Femmes et on décide, c'est moi qui souhaitais ça, qu'on allait aller vers les Vosges pour vraiment pour montrer qu'on veut une épreuve pérenne. C'est-à-dire pour dire, c'est comme le Tour de France, le premier sommet du Tour, c'est le Ballon d'Alsace. Bon, donc on va faire le Ballon d'Alsace. Et donc on finit à la planche des belles filles. Et je me disais, on va se faire tailler, et notamment par les anglo-saxons, en disant, il faut aller dans les Alpes ou les Pyrénées. Et pas du tout. Pourquoi ? Parce qu'en effet, mais moi j'ai du mal à m'en rendre compte parce qu'on ne se rend pas compte qu'on vieillit. Même si on vieillit. Chacun ses mythes aussi. Donc voilà, et donc je ne me rendais pas compte que pour elle, la planche des belles filles, en fait, c'est Pogacar, Roglic 2020. Le casque de travers et Pogacar qui va gagner. Et donc pour elle, c'était formidable. Mais tu as tout à fait raison. Aujourd'hui, la Loze, beaucoup vont nous proposer des pentes incroyablement raides un peu partout. Mais quand tu as accroché un col comme la Loze, tu ne vas pas aller en chercher un 20 km à côté. Parce qu'il faut de la récurrence pour que ça rentre dans la tête des gens. L'exemple de la planche des belles filles. Donc pour les gens qui suivent le vélo tout le temps, c'est une évidence, c'est même encore la planche des belles filles. Et puis je vois au matin du contre-la-montre de 2020, je suis sur BFM, et le gars qui présente est un gars avec qui j'ai couvert le Tour en 96 pour Europe 1. Et il dit, mais la planche des belles filles, quel drôle de nom, 2020. On avait fait 2012, 2014, 2017, 2019. Et lui, un nom aussi semblable et fort que la planche des belles filles, le gars, il a couvert le Tour avec moi, et il ne sait pas comment ça s'appelle. Et si tu veux, là, je me dis, parce que nous, on ne parle pas simplement aux gens qui sont fous de vélo. Tu le disais tout à l'heure, il y a des gens qui regardent, ils ne suivent pas spécialement le cyclisme, mais ils aiment le Tour. Et il faut parler à ces gens-là. Et donc ça, c'est la récurrence, c'est uniquement la récurrence.
Oui, parce que nous, nos mythes, moi je parle de ma génération, c'est l'Alpe d'Huez, Bien c'est sûr. Mont Ventoux, il doit y en avoir d'autres. Bien sûr. Mais je vois moi ce côté de réussir à créer des nouveaux mythes. Mais si tu veux, par exemple, pour l'Izoard, Mm. c'était vraiment... Parce que l'Izoard, c'est le col qui a le plus perdu. Et c'est peut-être le plus beau des cols. La Casse déserte, c'est juste extraordinaire, Ouais. avec ou sans champion. Et donc l'arrivée 2017, où Barguil gagne, c'était vraiment fait pour relancer en quelque sorte l'Izoard. Après, c'est de plus en plus compliqué quand tu n'es pas adossé à une station. Le sûr. col de la Lose, tu as Courchevel, Méribel d'un côté. C'est facile pour la Voilà, logistique, le c'est Portet facile. dans les Pyrénées, tu as Saint-Lary-Soulan. Enfin, voilà. Autrement, c'est vite compliqué. Parce que oui, je ne vais pas préciser pour les gens qui ne connaissent pas, mais effectivement, quand le Tour de France arrive quelque part, il faut mettre un demi-milliard de camions, un demi-milliard d'infrastructures, donc il y a la fameuse zone technique. Alors, Donc voilà. on peut arriver n'importe où. Alors, C'est ça. évidemment, pas un demi-milliard, Non, sais, mais oui, bien sûr. mais bien sûr qu'il y a des camions et que donc tu peux faire une arrivée avec moins de 10 camions, mais il faut être en bas, ailleurs, avec évidemment 10 fois plus. Avec des infrastructures. Voilà, le Puy de Minimum. Dôme, c'était à Charade, au circuit de Charade. Il n'y avait quasiment rien en haut. Donc on fait vraiment avec le minimum en haut. La seule chose qui compte, c'est que les champions arrivent, rendre la montagne aux champions et faire en sorte qu'on gêne le moins, évidemment. Ce qui après est plus facile aussi en évacuation, parce que c'est une armée en marche, notre affaire. Hein. Le temps passe vite. J'avais plein de petites questions sur le futur du Tour Ouais. et je voyais plein de questions là-dessus sur qu'est-ce qu'on peut imaginer pour le futur du Tour. Il y avait des questions aussi d'ordre écologique et compagnie. Il y avait une question moi, que je trouvais intéressante et je connais la réponse, mais est-ce qu'on pourrait imaginer un jour le Tour qui s'élance de loin, par exemple du Maghreb ou des Dom-Tom? Alors évidemment, c'est très compliqué. Alors, tu as deux choses. Tu as d'une part qu'aujourd'hui, les règles de l'UCI, depuis 3 ou 4 ans, c'est maximum, pour un grand départ, 4 heures de vol et 2 heures de décalage horaire. Ça, je savais pas, Ce ça. qui veut dire donc qu'à priori, tu ne peux pas partir des Antilles, tu ne peux pas partir de la Réunion. Les Antilles, autour de la Guadeloupe, c'est absolument phénoménal. J'ai travaillé quand j'étais jeune journaliste à RFO, c'est extraordinaire. La ferveur, l'enthousiasme, c'est merveilleux. À la Réunion, une première étape qui va vers les cirques, la route de Sillaos ou de Mafat, c'est juste extraordinaire. Ce serait la plus belle étape de montagne qu'on ait jamais vue. Donc aujourd'hui, ce n'est pas possible. Maintenant, j'imagine que si d'aventure, un jour, il y avait une candidature forte, l'UCI acceptera une dérogation. Mais formellement, tu ne peux pas le faire. D'accord. Et la suite de ta question, c'est, j'ai déjà oublié. C'était le Maghreb. Mais du Oui, coup, c'est alors dans le Maghreb, 80. en fait, si tu veux, j'avais rêvé en 2013, pour la 100e édition du Tour, qu'on parte d'Alger. En fait, pour moi, c'était 2003, et c'était Jean-Marie Leblanc, les racines, donc les villes historiques du Tour de 1903. Et pour moi, 2013, ce devait être demain. Sauf qu'il y a eu, oui, parce qu'il y a eu entre-temps les révolutions arabes Oui. qui ont fait à l'évidence qu'on a pris une autre direction. Et la Corse était absolument magnifique, l'île de beauté extraordinaire, qui nous permettait aussi d'avoir un terrain très varié, avec plein de souvenirs, y compris le fameux bus d'Orica Green Edge planté dans la ligne. Et tu connais l'histoire, la véridique histoire. Parce que la véridique histoire du bus planté, c'est pas que le chauffeur. Et j'ai découvert ça l'année dernière en allant en Australie. Un dîner en Australie, à Melbourne, chez la consul de France. Et là, il y avait Jerry Ryan, notamment, donc le patron propriétaire de l'équipe, et puis un certain nombre d'autres personnes. Et en fait, l'équipe avait décidé de ne pas mettre le bus à l'arrivée. Ok. Et puis le patron, milliardaire propriétaire de l'équipe, arrive et dit « Mais il est où le bus ?» Les bus, on ne prend pas aujourd'hui. Et les journalistes qui vont venir, si on gagne, ils sont où? Et donc, ils ont fait venir. Le gars, il était dans sa chambre d'hôtel, en train de mater le Tour à la télé, en short. Tu reprends le bus. Et donc, il arrive à l'envers, bien plus tard qu'il aurait dû, par un autre chemin. Et donc, grosso modo, une heure avant l'arrivée le début l'arrivée de l'étape, elle descend la ligne d'arrivée, c'est-à-dire que pour qu'on voit les pubs, tout simplement, hein, le nom de la ville et nos partenaires. Et là, donc, il arrive dans l'autre sens. Et évidemment, le truc est baissé. Bon. Et là, voilà, il fait une crise de nerfs, machin. Moi, j'ai vécu ça à distance, parce que moi, j'étais dans la voiture, et à l'époque, on n'avait pas la télé. Donc, tu as le peloton derrière toi à 60 à l'heure, tu as 15 km, 15 minutes. Et puis, bon, il y a un miracle, voilà, il y a une arrivée, Kittel gagne. Mais oui, ça fait quelques souvenirs. Moi, je me souviens très bien de ça. C'est là où j'ai rencontré mon associé, du coup. Il y a 10 ans. C'est mon maître de Il stage. était sur la ligne. Non, il était pas sur la ligne. C'est lui qui a fait le signe, parce qu'on recherche toujours le gars qui a fait le signe au bus sur Orica Green Edge. Bien. Alors, je me souviens bien de la difficulté de trouver des hôtels en Corse à un mois du Tour, mais ça, c'est autre chose. Et tu vois, là, par exemple, là-dessus, dans l'organisation, c'est la seule fois, moi, en bientôt 20 ans, où nous avons, nous, à ASO, demandé à partir une semaine plus tôt. Les années olympiques, on est une semaine plus tôt, à cause des Jeux. Et là, en fait, c'est parce que justement, on avait un bateau pendant une semaine avec la salle de presse, etc., qui était indispensable, parce qu'il n'y a pas sur l'île un palais des congrès suffisamment grand pour accueillir tout le monde.
Et donc, on pouvait l'avoir, mais uniquement la dernière semaine de juin, pas la première semaine de juillet. Et donc là, c'est nous qui avions demandé à partir d'une semaine plus tôt. Du coup, ça envoie bien sur une question, justement, c'est est-ce qu'on peut imaginer que le Tour de France, les dates soient amovibles avec le temps, avec le réchauffement climatique, toutes ces choses-là? C'est-à-dire que les dates du Tour, elles sont formidables. Les dates du Tour, j'ai envie de te dire, pas forcément depuis 1903, mais depuis 1936, les congés payés. Et ce n'est pas simplement une formule historique. C'est-à-dire que tu vois les gens partir à bicyclette, parce qu'à l'époque, ils étaient évidemment à bicyclette, et cette liberté qui les emmène vers les plages, mais qui les emmène aussi sur la route du Tour de France. Et donc ce mois de juillet, il est absolument capital. Après, tu as dans le changement climatique le temps court et le temps long. Le temps long, on sait hélas à peu près ce que ça va donner. Le temps court, on n'en sait strictement rien. Regarde les 6 mois et demi pourris sur les 3/4 de la France, la Belgique, le Royaume-Uni, un peu partout, qu'on a eu ces derniers temps. Les pépins qu'on a eus ces dernières années sur la route du Tour, ce sont les intempéries. Et ça peut se reproduire demain. On évoquait 2019, avec en plus, on nous disait c'est le lendemain, puis finalement ça tombe. 2020 aussi. Voilà, 2020. Et puis 2016 en Andorre. On n'en était pas loin. Si quand Dumoulin va gagner, il y a une terrible averse de grêle, avec des grêlons peut-être pas aussi gros que ceux qui sont tombés sur le Chablis la nuit dernière, mais ils sont là. Et si c'était arrivé au pied de la dernière ascension, à mon avis, on aurait dû tout stopper. C'est arrivé sur le Dauphiné aussi il y a quelques années, donc ça nous pend au nez un peu partout, mais on ne sait pas quand. On ne sait pas quel temps il fera le 15 juillet 2026. Est-ce qu'il fera 40 ou est-ce qu'il fera 18 ? En revanche, quand on cherchait des cols, des nouvelles ascensions il y a quelques années, je pense au Portet. Portet, je me souviens, c'était Portet. Alors, il est 100 mètres au-dessus, 2215 mètres au-dessus du Tourmalet. Et tu vois, si toi, tu es spectateur, tu vois 5 ou 6 lacets, c'est formidable. Donc, c'est ce qu'on recherchait, à la fois pour les liaisons techniques, parce qu'à découvert, c'est plus simple, et ensuite pour que les gens puissent voir. Aujourd'hui, les liaisons techniques ont fait un progrès considérable, et maintenant, on va chercher les routes les plus rudes en sous-bois, en forêt. Et à quelle altitude elles sortent. Ça veut dire que si ça sort à 1500 mètres, il fera moins chaud, etc. Mais bien évidemment qu'on n'est pas capable de faire un Tour de France uniquement comme ça. En revanche, quand on va chercher des nouveaux cols, on réfléchit à ça, et ce n'était absolument pas le cas il y a 4 ou 5 ans. Donc c'est quand même dans la réflexion. Oui, bien sûr. J'avais une autre question qui était dans le chat aussi. Là, c'est la 3e fois d'affilée que le Tour va s'élancer à l'étranger. C'est une tendance un peu lourde. Est-ce que c'est voué à être une norme à l'avenir d'avoir un départ de l'étranger? Alors, on sait que l'année suivante, non. Comme tu le sais, ça n'a rien de récent, puisque le premier départ à l'étranger, c'est 1954, ça fait 70 ans. Le premier passage à l'étranger, c'était 1907 à Metz, qui était allemande à l'époque, mais autrement, c'est 1919 Genève. Là, ce n'était pas prévu les 3 de suite. C'est encore une fois l'inversion Danemark-Bretagne, mais encore une fois, merci aux Bretons, ils étaient là. Donc après... Pour moi j'assume et je revendique même les grands départs à l'étranger, à la condition express qu'on aille dans les petits villages. C'est-à-dire que tu peux partir de Florence parce que tu fais étape à Évaux-les-Bains, dans la Creuse. C'est-à-dire que les grandes villes étrangères nous font rayonner davantage, font rayonner le Tour et font rayonner la France, à la condition qu'on n'oublie pas d'aller dans nos petits villages. C'est capital pour moi. Après, je prends souvent l'exemple du Yorkshire, qui, avec le Danemark en 2022, Yorkshire 2014, grand départ, a été pour moi le grand départ le plus marquant. À la fois le plus marquant en termes de succès populaire, un peu comparable, en termes de pente. Alors là, c'est l'avantage évidemment Yorkshire très fort. C'est-à-dire quand tu as le 2e jour du Tour, un gars qui s'appelle Vincenzo Nibali qui s'échappe et qui va gagner, et le type ensuite, 3 semaines après, gagne le Tour de France, c'est formidable. Sur qu'au Danemark, c'est plus compliqué. Le pont, disons que le pont géant, le vent a changé 2 heures avant le passage des coureurs, parce qu'en début d'après-midi, je me les frisais, et ensuite, ça n'a plus de jeu été ça, donc évidemment. Mais le Yorkshire, pour moi, c'était juste un petit chien il y a une dizaine d'années. Et on a eu un grand départ absolument phénoménal avec les noms des pubs traduits en français. Le Black Swan, c'était le cygne noir. Ils avaient traduit tous les noms des pubs en français. Et ça, c'est quelque chose de très, très fort. Et quand tu sais que 11 millions de Britanniques, c'est un chiffre que j'ai d'avant la pandémie, je n'ai pas vérifié sur ces dernières années, mais 11 millions de Britanniques passent par-dessus la France pour aller en vacances en Espagne. Si certains d'entre eux se sont dit « Ah, mais c'est joli la France, c'est bien », parce qu'ils ont découvert le Tour, la France à travers le Tour, on n'a pas non plus tout perdu. C'est-à-dire que tu as l'aspect sportif qui est capital, qui est déterminant, mais il n'y a pas que ça. Les retransmissions du Tour, c'est la mise en valeur du patrimoine, c'est la mise en valeur de nos paysages, c'est de la fierté aussi, de la fierté bien placée. Voilà, donc quand on peut mettre ça en valeur et en avant, on le fait. Je vois que ça avance, j'avais quelques questions qu'on va sauter, c'est pas grave. J'avais quand même une question sur le public, justement, une question qui est revenue souvent, tu m'en parlais juste avant qu'on commence, sur ce nouveau public. Comment vous l'appréhendez, ce nouveau public
plus jeunes, cet intérêt des gens plus jeunes, parce que je sais que c'était quelque chose, une volonté d'aller chercher ce public-là. Comment vous le voyez? Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que ça vous inquiète parfois? On va revenir sur le virage Pinot après, on va revenir sur le col de la Loze aussi. Non, Voilà, comment tu vois, je souris. Ça me plaît énormément et ça me rend furibard. C'est les deux. C'est-à-dire que ça me plaît énormément parce que ce sont des gens gentils et puis ça peut me rendre fou dans l'instant parce qu'à un moment, ce ne sont pas non plus les mêmes à 9h du matin et à 17h. Oui. Je peux comprendre cette différence, ça m'arrive parfois, mais pas dans la journée sur les étapes du Tour de France. Et après, les gens, si tu veux, ne se rendent pas forcément compte qu'ils se mettent en danger, qu'ils mettent en danger les autres aussi, mais qu'ils se mettent eux-mêmes en danger. Je préfère qu'on ait ça à gérer que qu'on nous dise encore c'est un sport de vieux, ce qu'on n'entend plus, parce que tu as plein de jeunes et c'est génial. Après, il faut vraiment penser que c'est dangereux un peloton qui avance. Là, on pense à la montagne, mais c'est encore plus dangereux en plaine. Quand je vois le peloton lancer à 50 ou 60 à l'heure, en fait, les gens souvent ne se rendent pas compte qu'ils pensent que la bande blanche à droite, c'est comme pour les voitures, c'est-à-dire que personne ne va y aller. Alors, tu as 80 cm ou 1 mètre de goudron. Le vent fait qu'ils veulent tous se mettre de ce côté-là, mais les gens pensent qu'ils sont à l'abri derrière la ligne blanche. Et moi, quand je me retourne, ça m'est arrivé de voir le fauteuil roulant qui, au dernier moment, recule avec le papy dessus, ça fout quand même les jetons, de voir des gens qui reculent mais laissent le sac, et là, je ne t'explique pas le carton. Donc voilà, c'est une très bonne chose, mais il faut respecter un minimum de règles, parce que le Tour, c'est la fête, c'est de la fête, c'est du bonheur, c'est de l'enthousiasme, c'est du plaisir, c'est de la passion. Et pour que ça reste, il faut à un moment respecter un minimum de règles. Le virage Pinot a été magnifiquement géré, aussi avec nous et grâce à nous dans l'organisation. Mais la différence fondamentale pour moi, c'est que des gens étaient restés sur place. Oui. C'est-à-dire que nous, quand on va mettre les cordages, les gens y mettent puis ils s'en vont. Et je sais que vous, pour en avoir discuté avec tes amis de la Fédération française de la Louse, il y avait des gens qui restaient sur place et qui régulièrement remettaient les cordages en place ou disaient aux gens, ils faisaient en sorte de mettre ceux qui avaient un peu trop bu plus loin derrière. Puis il y avait aussi la force de Thibaut. C'est-à-dire que il y a Thibaut, il y a sa famille, il y a ses amis, etc. Respectez-le, vous êtes là pour lui, etc. Ce que tu ne peux pas dire ailleurs quand le champion n'est pas là. En plus, un champion ô combien aimé et apprécié. Mais c'est une vraie belle chair de poule. Tu vois, le virage Pinot, c'est une vraie belle... Mais non, mais tu ne peux pas l'être et on ne l'est jamais. Le virage Pinot est une vraie belle chair de poule. D'autres ascensions, c'est aussi de la chair de poule, mais un peu plus stressant. Non, il y a ce boulot d'éducation, je pense. Oui, capital. Nous, on leur avait dit, ne nous faites pas passer pour des cons. On leur a dit comme ça. Ouais. Parce que si jamais on passe pour des cons, derrière, on va barriérer partout. Et ce sera de notre faute. Ouais, mais ça, on ne peut pas, si tu veux. Puis il y a des endroits où on barrière et où les barrières sont foutues par terre. Oui, en plus. Mais on comprend très bien que parce qu'on est amoureux, on est des amoureux du Tour, de tous, évidemment. C'est-à-dire que tu mets le cordage, c'est beaucoup mieux, ça crispe moins les gens. Mais à condition qu'il n'y en ait pas 3 qui passent devant, puis après 30, puis après 300, et du coup, on n'y comprend plus rien. Tu as vu aussi plusieurs fois les épisodes avec Pogacar derrière la moto, etc. C'est-à-dire qu'il y a un moment où... Regarde, c'est plus ancien, mais le mur de Péguerre. Oui. Le mur de Péguerre qu'on met 2012. Au parcours en 2012. Et donc, c'était aussi un rêve chez moi, puisque j'avais ce mur de Péguerre qui était sur le livre de route du Tour 73 et qui n'avait jamais été franchi parce que la descente faisait peur à Luis Ocaña. On le met au parcours du Tour en 2012. Pour ces pentes raides. Et il ne se passe rien parce que... Les clous ensuite, mais il ne se passe rien parce que 2 rangées sur 3 km ininterrompues, ta moto poule, ta moto télé, ta moto photographe, et donc en fait les champions ne pouvaient pas attaquer. En plus au sommet il y a les clous, il y a je ne sais combien de dizaines de crevaisons, enfin bref, et on revient en 2017. On a fermé les 3 km du mur de Péguerre. Et c'est grâce à cette absence de spectateurs, à cet endroit-là, que Barguil et Quintana peuvent revenir sur le groupe de tête et que Barguil gagne ce 14 juillet 2017 et étape 100%, 100 km, 100% Ariège. Donc voilà, il y a des endroits où il faut... moi, si tu veux, le public, il est essentiel pour le Tour. Il n'y a pas de Tour de France sans public. Mais si sur 3 km, je dis n'importe quoi, on a 10 km aller sur 3500, on en fait 3490 avec du public, et il y a 3 fois 3 km où on n'a pas de public parce qu'autrement on ne sait pas faire, ça ne me dérange pas. Et la Seine-Montvernier ne peuvent pas exister avec du public. Bien sûr. Et la Seine-Montvernier, c'est hyper facile parce que sauf à faire de la varap, sauf à être Patrick Edlinger, je ne sais pas s'il est plus jeune, mais regardez sur les réseaux sociaux, vous allez trouver. Sauf à monter à main nue, tu ne peux pas monter, c'est trop raide. Donc tu mets 10 gendarmes en haut, 10 gendarmes en bas, le tour est joué. Dans d'autres endroits, c'est évidemment plus compliqué parce que tu peux passer par les sous-bois. J'en reviens là au Puy-de-Dôme. Il y a tellement de chemins pour monter au Puy-de-Dôme qu'on avait peur que ça arrive de tous les côtés. Et là, les gens ont hyper bien respecté. Mais c'est vrai que le changement, j'en reviens au Puy-de-Dôme, mais la foule en bas à Clermont, c'était absolument délirant. Oui, j'étais là. Absolument délirant. Mais Clermont, il y a quelque chose aussi avec le Tour récemment. Magnifique. Et puis Tour Femmes aussi. Non, magnifique. Je sais plus ce que je... Oui, c'est bien, ça me rassure parce que moi, ça m'arrive tout le temps.
Non, j'ai des questions sur d'ordre sportif, mais qui sont moins dans la thématique du jour, mais je vais quand même la poser parce qu'elle revient souvent. On parle de modifier les classements du meilleur jeune, notamment. Ouais. C'est un sujet que je vois souvent arriver en ce moment, de oui, mais c'est toujours les mêmes, c'est toujours les mêmes. Est-ce qu'il y a cette réflexion-là Il y a eu plein de réflexions réflexions là-dessus. Il y a même eu une réflexion de faire en sorte à un moment que ce soit, soit plus une question d'âge, mais que ce soit le premier Tour de France. Après, si tu veux, quand on regarde le nombre de courants au départ, quand tu vois qu'il n'en reste plus que 10 ou 12, tu dis je ne peux pas faire un classement pour 10 ou 12. Oui, et puis il y a des anomalies. Pogacar est une anomalie. Et puis après, combien de temps ça va durer? Les jeunes qui raflent tout, ça ne va pas durer. Est-ce que c'est... Tu sais, on disait, c'est pareil, je fais une comparaison avec le ski, mais tu avais les polyvalents comme Kili qui gagnait tout. Après, tu avais les spécialistes, c'est revenu aux polyvalents. À une époque, il ne fallait surtout pas faire de cyclocross, mais maintenant, tu veux avoir un champion. Est-ce qu'il a fait du cyclocross? Est-ce qu'il a fait du VTT avant de venir sur la route? Et tu vois qu'il brille partout, quoi. Tu as des champions, et pas simplement Mathieu Van Der Poel, Wout van Aert, Tom Pidcock, c'est pas rien, pour n'en citer que 3, qui brillent en VTT, qui brillent en cyclocross et qui brillent aussi Pidcock. Il est champion olympique de VTT, il est champion du monde de cyclocross, il a gagné l'Alpe d'Huez. Bon, et il n'a pas fini de gagner. Donc c'est un descendeur évidemment hors pair. Donc voilà, je ne sais plus ce que je disais, je ne sais plus à quoi je répondais, mais enfin c'est ce que je pense. Bon, c'est pas grave, on discute. Non, mais pareil, sur l'aspect sportif, il y avait ce truc du contre-la-montre où le temps est pris sur le premier. Oui. Il y a une volonté aussi d'innover de ce côté-là. Oui, mais ça, si tu veux, ça j'ai adoré, parce que franchement, là, je ne suis pas dans le coup. C'est Yannick Talabardon, François Lemarchand, Thierry Gouvenou. Et ils me disent un jour, parce que moi, les chronos par équipe, j'aime pas ça. En revanche, le chrono par équipe avec temps pris sur le premier, c'est exactement ce qu'est le vélo. Sport individuel qui se court par équipe, mais pas sport d'équipe. Sport individuel qui se court par équipe. Et là, tu es en plein dedans. Et donc, quand ils me disent la triplette magique, là, ils me disent, mais on va prendre le temps sur le premier, je me dis, mais c'est extraordinaire. En revanche, il te faut une arrivée en pente, bien sûr, quelle qu'elle soit. Le relais pris, tu te souviens du relais pris par Pogacar il y a un an sur Paris-Nice? C'était plus un relais, c'était une attaque en bonne et due forme. C'était juste extraordinaire. Après, tu vois quelle tactique les mecs ont. Est-ce que je roule, est-ce que j'ai n'importe quoi, est-ce que je suis Stéphane Kung, est-ce que je roule pour faire en sorte qu'on gagne l'étape ou est-ce que je roule pour protéger David Gaudu ou demain Lenny Martinez? Hein, tu vois, je suis optimiste, je dis demain Lenny Martinez. Voilà. Donc, je ne sais pas ce qu'il en est. C'est bientôt. Donc oui, ça pour moi, ça redonne une force incroyable. Et j'espère bien, parce que ça, on ne peut pas le faire dans le règlement féminin. Et ce qui serait formidable, c'est que le règlement féminin s'adapte sur le règlement masculin et pas le règlement masculin sur le règlement féminin. C'est-à-dire qu'on puisse toujours faire ça en prenant le temps sur le premier. Parce que c'est exactement ce qu'est le cyclisme sur route, c'est-à-dire au service d'un leader. Sur le Tour féminin, justement, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, aujourd'hui ça dure 8 jours, est-ce qu'il y a une volonté, à un moment donné, de l'allonger pour se rapprocher des durées des hommes? Alors, il y a deux choses. Il y a déjà, quand tu regardes le Tour de France Femmes, oui, et puis surtout, là par exemple, cette année, on avait un jour de moins et on n'avait pas le choix, puisqu'en fait, il fallait qu'on soit entre Jeux Olympiques et Jeux Paralympiques, et quand avec Marion Rousse, on a vu le maire de Rotterdam, on est allé le voir, et qu'on lui dit, le départ, ça va être un lundi, je lui avais jamais dit que c'était le week-end, enfin, évidemment que c'était le week-end. Je ne m'attendais pas à ça. Enfin, finalement, on part de Rotterdam, tout va bien, mais il y a quand même eu un moment, ça a eu du mal à passer. Et il me dit, mais vous ne pouvez vraiment pas le faire le dimanche? Je lui dis, si, on peut le faire, très bien, mais il n'y aura pas de télé. Ah, parce qu'évidemment, le dernier jour des Jeux Olympiques, toutes les télés du monde, elles sont sur les Jeux, les directs, les dernières épreuves, les résumés, etc. En revanche, donc, on a demandé une dérogation à l'UCI pour faire, non pas 8 jours, mais 8 étapes. Et d'avoir au moins un petit chrono, etc. Donc voilà, très contraignant en termes d'organisation, parce que organiser 2 arrivées, c'est la même ligne, on n'est pas capable de bouger les lignes d'arrivée, tu t'en doutes. Donc l'arrivée de l'étape du matin et de l'après-midi, c'était au même endroit, mais sur une avenue emblématique de Rotterdam, là, une avenue où il y a plein de drapeaux, là, où les drapeaux seront d'ailleurs au visage des championnes. Comme il l'avait fait en 2010, départ de Rotterdam, tu avais tous les drapeaux au visage, j'ai même le mien, tu vois. Drapeau énorme, etc. Marion, elle me dit, mais j'aurai mon drapeau. Je dis, oui, tu auras ton drapeau, Marion, tu verras. Et donc, voilà. Et il y a eu la volonté, en revanche, avec Marion Rousset, avec Franck Perck, parce qu'on avait un jour de moins, même si on a aussi 8 étapes, de montrer que ce n'était pas un tour au rabais. Donc, d'aller chercher l'étape de Valkenburg à Liège par le Cauberg et tout le final de Liège-Bastogne-Liège, hein, donc la Redoute, les Forges et la Rochefaucon, d'aller faire 2 dernières étapes, une qui se termine au Chinaillon au-dessus du Grand Bornand et ensuite
le plus dur qui ait jamais été fait dans une épreuve féminine, c'est enchaîner le Glandon et l'Alpe d'Huez et d'avoir Et puis aussi là, on des parle étapes. de mythe, L'étape la plus longue du Tour Femme, elle doit faire 168 km, c'est-à-dire que tu as 10 ou 15 km de plus que Paris-Roubaix. Imagine une étape du Tour qui ferait 280 bornes ou une étape du Tour qui serait aussi longue que les 300 km de Milan-San Remo. Donc voilà, ça c'est vraiment une volonté. Après, on verra ce qu'on fait sur les années suivantes, mais le plus important, c'est qu'on soit sûr de ne pas tomber. Parce qu'il y a eu une ébauche de Tour féminin dans les années 50. Il y a eu ensuite, dans les années 80-90, le Tour de France féminin organisé par la Société du Tour. Ça s'est arrêté parce que ça perdait trop d'argent. Puis après, d'autres ont créé la Grande Boucle féminine. Ça s'est arrêté parce que ça perdait trop d'argent. Puis d'autres encore ont fait la Route de France féminine. Et ça s'est arrêté parce que ça perdait toujours trop d'argent. Donc la volonté, c'est vraiment de pérenniser. Ce rendez-vous-là, il est absolument essentiel, mais en durcissant. Le Tour 2025, le Tour 2024, Tour féminin 2024, il est plus dur que les précédents. Et le Tour 2025, au féminin, il ne sera pas moins dur que le 2024. Justement, tu parlais de problématiques financières, la fameuse pyramide, voilà, c'est notre running gag un petit peu. Il y a cet enjeu quand même d'avoir le Tour qui porte tout le reste et cette pyramide du cyclisme qui a besoin de vivre. Bien Je sûr. sais que c'est une thématique récurrente et qu'on se moque un petit peu parfois, mais c'est hyper important ça. Ah ben c'est absolument capital, tu vois. Je le disais, on rentre du Tour de Bretagne, où j'étais donc avec mon adjoint Pierre-Yves Touot, breton né à Saint-Main-le-Grand, ça arrive, hein, comme Louison Bobet, et de Montauban de Bretagne, pays des galettes de saucisses. La plus belle point 2 de en fait, et j'ai découvert d'ailleurs qu'il avait gagné Rennes-Saint-Malo, tu vois. J'ai découvert ça avant-hier, je n'en savais strictement rien, c'est le premier vainqueur de Rennes-Saint-Malo. Donc le Tour de France Femmes, oui, on veut le développer, mais on doit le faire pas à pas. Pour moi, c'est vraiment le pas du montagnard. C'est-à-dire ne jamais être sûr de là où tu mets ton pas. Il n'y a pas de crevasse, tu avances, tac. Et donc ça, on continuera à le faire, bien évidemment. On va prendre quelques dernières questions dans le chat. J'en ai une qui est pas mal. Si tu pouvais faire ton tour parfait. Mais d'une certaine manière, si tu veux, je ne sais pas ce que ça veut dire. Déjà, je suis malheureux de voir que les rares endroits où on n'est pas allé ou très peu allé, c'est le Bas-Rhin. Il se trouve que je suis originaire de Strasbourg, donc ça la fout mal. Donc ça veut dire que ce n'est pas un choix personnel. C'est compliqué parce que tu évoquais tout à l'heure le Il y a un endroit où tu aimerais aller où tu n'es pas, voilà, après mais moi je suis allé randonner, je suis allé jeune journaliste à La Réunion plusieurs fois, je suis allé randonner avec ma femme à La Réunion. Ce que je disais tout à l'heure sur les cirques ou la Guadeloupe, cette ferveur-là, ce serait exceptionnel. Aujourd'hui, ce n'est pas possible, peut-être que, bref. Mais après, je ne peux pas te dire parce que dans la construction des parcours du Tour, tu peux voir qu'ils sont sur la carte, et la carte pour moi n'a pas d'importance, hein. Mais, parce que ce qui compte, c'est le mois de juillet. Mais c'est de plus en plus ramassé, et ça, c'est une évidence. Pourquoi c'est de plus ramassé ? Parce qu'on fait moins de kilomètres aussi avec tout le barnum du Tour. C'est-à-dire ce que j'ai voulu pour le Tour 2013, 100e édition du Tour. On part de Corse, on est dans les Pyrénées et on remonte jusqu'au Mont-Saint-Michel pour avoir, parce que je voulais absolument qu'on ait, pour la 100e édition du Tour, le Mont-Saint-Michel et Versailles, c'est-à-dire les deux premiers sites français classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Aujourd'hui, on ne le ferait plus. Parce qu'il y a trop de transferts. Parce qu'on ne fait plus ces transferts-là. Tu peux faire un transfert en avion. Transfert, c'est trajet entre les États. Voilà, quand tu pars d'un pays étranger, c'était le cas au Danemark, ça, on le refera certainement. Mais après, voilà. Et même si tu veux, à un moment, je préfère ne pas aller dans une ville nouvelle si on a la possibilité d'être sur l'autoroute entre deux villes, ville arrivée et ville départ, parce que pour la récupération des coureurs, tu sais que tu vas mettre un tiers des coureurs dans la ville arrivée, un tiers dans la ville départ du lendemain et un tiers entre les deux. Et quand ils sont sur l'autoroute une 2 fois 2 voies, ça passe facilement. Sur les parcours du Tour, par exemple, je voulais te dire ça tout à l'heure, j'ai oublié. Dans les Pyrénées, on va où on veut. En revanche, tu regarderas que les départs d'étapes sur 15 ans, tu verras qu'ils sont quasiment tous sur l'autoroute. Pau, on va régulièrement à Pau. Pourquoi ? Un, parce qu'ils sont candidats. D'André Labarrère à François Bayrou. Ensuite, parce que tu as tout l'hébergement. Et pour loger dans les Pyrénées françaises, c'est ou Pau ou Toulouse. Autrement, je te le disais, c'est en Espagne, le Val d'Aran ou c'est Andorre. Et donc, en fait, on est quasiment toujours sur l'autoroute ou la 2 fois 2 voies. Pau, Tourdes, Larbe, Tarbes, Lannemezan, Saint-Gaudens, Muret, Toulouse. Parce qu'au moins, quand tu repars, il y a une facilité d'accès et donc une récupération plus importante des coureurs. Pau, qu'est-ce qu'ils font les coureurs? Pour la plupart, ils prennent leur vélo, ils font 500 mètres, 2 km, 5 km, ils sont au départ. Ils n'ont pas besoin de prendre le bus. Donc ça veut dire que ils se posent, etc. Quand on va à Pau, en général, il y a 2 nuits. Quand on reste dans le même hôtel, ça veut dire qu'un tiers de l'équipe ne bouge pas. Le coureur, il ne fait pas ses valoches. Donc ils sont beaucoup plus calmes, beaucoup plus détendus. C'est très important aussi. Ça ne se voit pas. Mais dans la carte du Tour, ça ne se voit pas. Mais c'est un élément que je n'avais absolument pas en tête il y a 20 ans. Hein, parce que quand tu es journaliste, c'était une évidence pour moi, j'imagine pour toi, tu regardes que les champions. Bien sûr. Quand tu es dans l'organisation, tu regardes beaucoup d'autres choses que les champions. Tu regardes le trajet. Moi, je me souviens du trajet entre Privas et Mende.
en 2018, un enfer. Ouais. Et tu arrives à 2 h du matin. Oui, toi aussi tu t'en souviens, Fabrice. coincé derrière les camions et tout. On arrive à la fin, parce que Christian doit nous quitter. Parce que déjà, c'est déjà pas mal d'avoir 1 heure. Donc, je te remercie énormément. Avec grand C'était plaisir. très intéressant. Avec En grand tout cas, c'est plaisir. unanime dans le chat. C'était très Avec grand intéressant. plaisir. Effectivement, on pourrait discuter pendant 4 heures. Peut-être un jour, on ne sait pas. Un soir. Mais Attention, hein. Attention, hein. non, On va le mais faire, hein. novembre-décembre. Novembre-décembre, c'est Allez, noté. un cadeau de Noël. Voilà. Eh ben, très bien. On en refera un. Première quinzaine de décembre. Mais ouais, merci beaucoup. Non, mais moi, ne me remercie pas. C'est un vrai plaisir. Et j'espère transmettre cette passion qui est en moi. J'aime le Tour, j'aime viscéralement le Tour de France, je l'aimerai toujours. Et je le défendrai toujours, même quand je ne serai plus là, dans 45 ans. Voilà, parce qu'il me reste que 32 ans à faire pour égaler Jacques Godet, quand même. Hein. Ouais. Donc, Attention à la canicule. tu me rends mon déambulateur? Ouais, non, merci beaucoup, c'est Non, avec grand c'est plaisir. très cool, parce que moi c'est le genre de choses qui donnent envie aux gens d'aimer le Tour de France. Moi Ouais. c'est aussi ma mission de vie un peu d'emmener les gens sur les routes et de les faire aimer le Tour de France. Et je pense Et que ça ouais. fait passe par des Et choses en comme revanche, c'est ce qu'on a dit à un moment, c'est quand vous venez sur les routes du Tour de France, attention, faites attention, ça peut être dangereux. Le Tour de France, c'est la fête, mais il faut faire attention. ça. Ouais, Et aussi, la passion, etc. Mais il faut faire gaffe, on peut se faire très mal sur la route du Tour. Et s'il n'y a plus de fête, s'il n'y a plus de sourire, c'est la négation même du Tour au-delà de la compétition cycliste. il y a plein d'endroits pour faire la fête, et puis quand ça passe, on laisse passer, quoi. Ouais, on les applaudit. On les applaudit. On fait du. Voilà. Avec des On bouge pancartes les bras, loin. mais on a les pieds collés au sol. Voilà, les pancartes bien avec des jeux de mots pourris, mais derrière. Oui. Voilà. Et puis Pas devant avec un selfie. pour les grands-parents, c'est pour le grand-père et la grand-mère, bon, on se met un peu en retrait. Voilà, c'est mieux. C'est mieux. Au bon, pied on au va pas lit, c'est rester bien, sympa. mais de loin. Bah, merci beaucoup, Christian. Avec On va grand se quitter plaisir. là. Merci à c'était toi, super. Charlie. Voilà. Puis bah, charge de revanche cet hiver. Ouais. Super. Merci Ben, beaucoup. Fabrice, à partir du moment où Fabrice, qui est derrière la caméra, nous a entendus, 4 heures. Ouais, c'est long quand même. Fin novembre. Ah bah, c'est un devoir de philosophie. Il faudra que je prépare plus de petites fiches là. Et toutes petites. Ah, c'est pas En tout cas, moi, je ne me suis pas rendu compte que ça avait duré 1 heure. Bah, moi non plus. Mais c'est bien, c'est que c'était cool. Très bien. Et ben on va se quitter là. La rediffusion sera disponible sur YouTube, je pense, ce soir, quelque chose comme ça. Et puis, bah, prochain live vélo. Je ne sais plus quand est-ce que ce sera. J'ai pu noter. Bah, ce sera pendant le Tour de France, je crois. Hein. Pendant le Giro. Peut-être le Giro U23, on verra. Voilà. Et pour la prochaine live sur la chaîne, ce sera lundi, match contre Lille. Voilà. Bisous, à bientôt. Ciao. Et j'espère que ça vous a plu.